Vous écoutez Europe 1, il est 8h15 lors de l'interview politique. Et ce matin, Pierre Devinot, vous recevez Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Bruno Le Maire nationalise temporairement les chantiers navals STX. Est-ce que c'est une bonne décision ? C'est sans doute une décision qui s'imposait temporairement. Mais moi, je rappelle que ce qui fait sens pour les chantiers STX, c'est de s'adosser sur un industriel qui soit costaud. Et donc, j'espère que les discussions avec les Italiens vont reprendre pour aller vers la solution proposée par l'État français, c'est-à-dire 50-50 avec de l'actionnariat salarié, mais aussi avec un industriel qui connaît la construction navale. Est-ce que vous avez peur, si je vous entends bien, comme certains observateurs, que les Italiens désormais se braquent ? De toute façon, ils sont un peu fâchés là. On les a entendus. Puis l'action a dévissé hier à la Bourse de Milan. J'ai surtout peur pour les salariés. J'ai surtout peur. Vous savez, ces chantiers que je connais bien, ça fait 10 ans qu'on est baladé finalement sur l'actionnariat, sur le capital. Et pourtant, il y a un plan de charge, il y a un savoir-faire, il y a une activité industrielle qui fait vivre toute une région et même au-delà. Et donc, moi, je crois qu'il faut sécuriser ces salariés. Et pour les sécuriser, il faut un capital qui soit stable avec dedans un industriel. Du coup, la bonne solution, c'est clairement 50-50, la proposition qui est proposée, avec de l'actionnariat salarié qui redonnera aussi un rôle aux salariés dans la gouvernance d'entreprise. Je vais vous reposer ma première question différemment. Est-ce que cette nationalisation temporaire est un danger ? Non, c'est pas un danger. C'est pas un danger. Non, c'est pas un danger, mais c'est temporaire. Et donc maintenant, il faut que le ministre de l'économie français arrive à convaitre ses homologues italiens. Bruno Le Maire va à Rome mardi. Qu'est-ce qu'il doit dire ? Comment doit-il s'y prendre ? Il doit dire que pour de la pérennité des chantiers à Saint-Nazaire et la pérennité du site, parce que c'est de cela dont on a peur, c'est-à-dire que le site pourrait être vidé de ses compétences, de son carnet de commandes pour aller en Italie. Et pour la pérennité du site, il est logique de construire une construction navale un peu européenne, comme on l'a fait par exemple dans l'aéronautique, mais que pour cela, la France doit garder une part de maîtrise de cette entreprise. Et pour cela, il y a l'investissement de l'État français, le capital détenu par l'État, mais il y a aussi le capital que doit détenir en partie les salariés par l'actionnariat salarié. C'était une bonne solution qui avait été trouvée. Peut-être que ça, ils ont un peu braqué par le comportement, ça je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que j'en appelle un peu à la raison et que on va trouver une solution avec les Italiens. Parce que sinon, on rentrera dans une nouvelle phase d'incertitude qui est jamais très bonne pour une entreprise. Et l'État n'a pas vocation à construire des bateaux, c'est ce que dit Bruno Retailleau. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, l'État n'a évidemment pas vocation à construire des bateaux, mais ceci étant, l'État n'a pas vocation à se désintéresser d'une industrie qui fait vivre une région entière, dont celle de M. Retailleau d'ailleurs. Les GMS, autre sujet, le repreneur GMD est venu voir les salariés à la souterraine. Les salariés sont bien sûr en colère sur le fait qu'il ne veut garder que 120 des 277 salariés. Quel est votre point de vue sur ce dossier qui dure et qui dure ? La CFDT n'est pas présente sur ce site, donc je prends toujours beaucoup de précautions parce que je n'ai pas de leçons à donner à personne. D'abord, les salariés mènent un combat digne dans une région qui est déjà sinistrée au niveau de l'emploi, donc 100 ou 200 emplois dans cette région, c'est extrêmement important. Et donc, moi j'en appelle à ce que maximum de salariés soient repris. Là, je crois qu'il y a une responsabilité des constructeurs. On voit bien que dans les filières économiques, les filières industrielles, quand il y a un peu de délaissement des sous-traitants ou un peu de mépris à l'égard des sous-traitants, eh bien, les sous-traitants ont dit qu'ils allaient investir, ils ont annoncé des sommes. Oui, ils ont dit, et puis après ils se tirent la bourre, enfin c'est pas très clair. Donc, moi Plus de clarté de la part de Renault et de PSA ? Oui, et puis surtout, peut-être un enseignement de ce qu'ils ont fait pendant des années, ce qui se passe pendant des années, c'est-à-dire une logique un peu low cost, où on ne réinvestit pas dans les entreprises sous-traitantes, et au bout d'un moment, la gamme de produits descend. Et ça, c'est un vrai risque aujourd'hui pour certains secteurs industriels. Autre question d'actualité, Muriel Pénicaud, hier, dans l'Humanité, attaquée par le journal en disant qu'elle s'était enrichie en vendant des stocks options lors d'un plan social en 2013. Quelle est votre réaction là-dessus ? Bon, ma réaction, c'est d'abord, je trouve toujours un peu choquant les sommes qui sont en jeu quand on parle de la rémunération des dirigeants. Ça, pour un salarié et pour un syndicaliste, c'est toujours une interrogation. Après, moi, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire que c'était corrélé à un plan social. Donc, il faudra voir les explications de Madame Pénicaud. Mais ce qui est sûr, c'est que le niveau de rémunération dans certaines entreprises dépasse l'entendement. Sur la croissance, aujourd'hui, on a appris qu'on avait progressé au deuxième trimestre, plus 0,5. Ça veut dire, comme l'expliquait Emmanuel Dutheil dans le journal de 8 heures, qu'on, de toute façon, même si on ne fait rien, on arrive à une croissance annuelle de 1,4, sachant que les prévisions sont d'1,6. C'est une bonne chose ? C'est un encouragement pour la France ? Quand il y a un peu de croissance, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas tout. C'est un rebond.
mais ça ne fait pas une relance. Ce qui fait une relance, c'est une politique d'investissement dans l'économie de demain, c'est-à-dire la transition écologique. Et c'est pas ce que fait le gouvernement ? Dans les compétences. Pour l'instant, il y a des annonces là-dessus en disant qu'il y a des grands plans d'investissement, mais pour l'instant, il n'y a pas d'action concrète. Mais c'est de l'investissement dans la transition écologique, dans la montée en compétences. Donc c'est prévu dans ce qui est prévu dans les plans d'investissement, mais j'attends de voir ce qui va être donné. Mais vous savez, la croissance c'est une chose, l'économie c'est une chose, puis il y a la justice sociale de l'autre côté. Et je pense que le gouvernement est à peu près à ce moment-là, où les choix qu'il fait, les arbitrages qu'il rend, est-ce qu'il fait le choix de la justice sociale ou est-ce qu'il fait le choix de la dérégulation ? C'est vraiment un beau choix. On va en parler dans quelques minutes avec notamment le sujet du Code du travail, mais d'abord un mot sur la loi de la moralisation de la vie publique, des débats animés, on l'a vu, sur les collaborateurs payés par les lobbies, sur la suppression de la réserve parlementaire, sur les collaborateurs familiaux. Tout ça va dans le bon sens, ce qui a été voté, ce qui a été discuté jusqu'à présent ? Oui, je crois que ça va dans le bon sens. On a bien vu qu'il n'y avait plus d'acceptation de la part de la population, et c'est une bonne chose, de comportements qui, s'ils n'étaient pas illégaux, n'avaient un problème de moralité. On pense à l'embauche de membres de sa famille, on pense à la réserve parlementaire. Donc oui, ça va dans le bon sens, et je crois qu'on peut tous s'en réjouir. Certains députés comme Éric Coquerel, par exemple, découvraient qu'il y avait la possibilité donc légale de collaborateurs de se rémunérer par des lobbies. Vous aussi, vous avez été choqué ? Oui, je l'ai découvert aussi. Vous l'avez découvert aussi à ce moment-là ? J'avoue, je l'ai découvert. Ouais. Et quelle a été votre réaction ? Je ne suis pas un spécialiste de la vie parlementaire. Vous êtes tombé de votre chaise ? Moi, je suis d'accord avec M. Coquerel. Je trouve ça aberrant. Je pense qu'un collaborateur parlementaire, il est payé par la somme qui est allouée aux députés en question, aux sénateurs en question, et sûrement pas par des rémunérations extérieures. Et justement, sur ce sujet connexe, est-ce qu'il peut être également dans le privé, justement ? Est-ce qu'il peut garder une activité dans le privé, selon vous ? Ça me choque pas. Ça vous choque pas ? Ouais, ça me choque pas. Je crois qu'il faut essayer de faire attention à des visions un peu étanches de vie. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a une professionnalisation aussi de la vie politique parfois. Et donc qu'il y ait, tout dépend de l'activité exercée, mais ça se regarde. Vous savez, il faut de la transparence, mais il ne faut pas non plus du voyeurisme. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on peut rentrer très vite dans une période où on sera comptable de n'importe quel fait et geste qui sont des faits et gestes de n'importe quel citoyen. Ça, je ne suis pas pour tomber là-dedans, mais je suis pour qu'il y ait des règles claires qui soient respectées et appliquées. Sur la réforme du Code du travail, Laurent Berger, d'abord, était-ce nécessaire ? Et ensuite, est-ce que c'était nécessaire via ordonnance ? La CFDT pense toujours qu'on aurait dû même faire d'abord l'évaluation des lois précédentes, c'est-à-dire la loi Rebsamen sur le dialogue social, la loi El Khomri sur le Code du travail, etc. Donc on aurait dû faire cette évaluation et de regarder ce qu'il fallait améliorer. Bon, il y a un président qui est légitimement élu, donc il le fait. Il l'avait annoncé, il le fait. Personne ne peut s'y opposer par principe. Ensuite, par ordonnance, c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est le contenu. Le contenu, on voit bien là. Point par point, qu'est-ce qu'il faut examiner ? Point par point, ce qu'il faut examiner, c'est d'abord un grand choix que le gouvernement doit faire. Est-ce qu'il veut plus de dialogue social au bénéfice des salariés dans les entreprises, ou est-ce qu'il veut déréguler et simplifier, comme il dit, en donnant moins de droits finalement aux travailleurs ? Et c'est ce choix-là que le gouvernement va devoir faire dans les jours à venir en termes d'arbitrage. Et moi, je lui dis, trop souvent ces jours-ci, ces semaines-ci, les arbitrages ont été rendus en défaveur des personnes les plus en difficulté, les plus fragiles. On l'a vu avec les APL, on l'a vu avec, y compris les discours qui ont été tenus sur les fonctions publiques, etc. Et donc, moi, je le dis, il faut renforcer le dialogue social. Madame Pénicaud, dans une interview ce matin, a dit ça a cette vocation-là. Si ça a cette vocation-là, il faut l'affirmer beaucoup plus, mais surtout faire en sorte qu'il y ait du dialogue social dans les entreprises, des représentants du personnel qui soient reconnus et qui aient la possibilité de peser pour obtenir des droits pour les travailleurs. Droits pour les travailleurs, indemnités prud'homales, comme la France insoumise, vous allez vous battre sur le plafonnement de ces indemnités ? Oui, je vais d'abord, par principe, tout le monde le sait, j'ai dit que j'étais opposé, on était opposé à la CFDT, mais surtout, il faut se battre maintenant, parce qu'ils vont le faire, c'est sûr, sur le niveau, et c'est le rôle d'un syndicaliste, sur le niveau, le plancher et le plafond. Mais vous savez... dans ce fameux volet 3 de la réforme, c'est-à-dire celle dite de simplification, il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas de sens. On ne fait pas une réforme en punissant les gens. Moi, tout le monde sait que la CFDT est un syndicat réformiste, mais à condition que ça apporte de la justice sociale et du progrès.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas simplifier certaines choses, mais on ne peut pas punir. Et si le sens de la réforme, c'est de montrer que la protection des travailleurs, ça empêcherait l'emploi, ce qui est complètement stupide, eh bien la CFDT s'y opposera. Et il faut faire attention à cela. Franchement, le gouvernement, Mme Pénicaud, elle est aujourd'hui à l'heure des choix. Oui. Et ces choix, je l'appelle à les faire en conscience, en faveur du dialogue social et pas de la dérégulation. Est-ce que, en fonction justement des choix du gouvernement, vous allez rejoindre ou pas le gouvernement, le mouvement de contestation qui est prévu par la CGT le 12 septembre prochain? La CFDT se prononcera fin août. Fin août sur le contenu, en connaissant le contenu réel de ces ordonnances. Mais c'est possible. Oui, bien, c'est possible que la CFDT appelle à une mobilisation en fonction de ce qu'il y aura dans le texte. Mais la CFDT ne répond pas à une convocation de quiconque. Donc nous serons autonomes dans notre façon de mener une éventuelle contestation si ça devait être notre choix. Et on verrait ensuite comment on travaille avec les autres organisations syndicales. Mais je crois que le choix qui a été fait par la CGT, d'abord d'appeler à une manifestation avant de s'investir vraiment dans les concertations, ce n'est pas la position syndicale de la CFDT. Donc tout cela, nous verrons fin août en fonction des choix qui auront été faits par le gouvernement. Et je l'appelle vraiment à faire des choix de justice sociale et pas de régression. Merci beaucoup Laurent Berger d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.